Tu comprends? Oui. On voit Alex avec mon premier TikTok, je suis déjà dans Lambeau. C'est ça. Fait que tu penses que je suis né avec. Exact, là, exactement. Puis même tes commentaires que je lisais vont dans ce sens-là. Les gens, ils disent, Colin, Alex a eu la belle vie. Colin, Alex a eu des parents qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le processus. Merci d'être venu aujourd'hui à mon podcast. Ben, merci à toi. J'apprécie beaucoup. Mon premier podcast à vie. Premier podcast, première invitation que j'ai acceptée. J'espère que tu ne seras pas trop gêné là, par rapport à mes questions puis mal à l'aise. Aucun stress, je suis peut-être un petit peu stressé. Ça va. Je vais oublier la caméra. Tu vas oublier la caméra. Mais tu sais, quand on te voit sur TikTok, t'as l'air super à l'aise. Là. Ouais. Commence pas à faire ton gêné ici. Là. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je peux juste mettre sur pause puis recommencer. Exact, ouais. Des fois, j'aime pas des fois, je fais un TikTok puis c'est pour ça, là, j'ai de la caféine. J'ai un pré-workout. J'aime ça. Je suis pas la même personne, on dirait. Non, pas de caféine, on dirait que ça... Ah, mon Dieu, OK. Ça sort pas pareil, OK. C'est ça. Ça veut dire que tu prends le temps avant de sortir tes vidéos, de les regarder, puis si tu les aimes pas, tu sors pas. Tout le temps, puis tu sais, je sais qu'est-ce qui pogne, tu sais, je le sais, mettons, je veux faire 500 000 views d'une vidéo, je sais c'est quoi. Ça prend du soleil, ça prend la Lambo, ça prend de la caféine, je donne un petit coup de gaz comme ça, là, puis je monte le moteur, puis le monde... Let's go, ça part. Ouais, ça part. Nice! Ben écoute, pour ceux qui te connaissent pas, en tout cas, bon, tous les jeunes, je pense qu'on te connaît pas mal, mais pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi. Présente-moi. Dans le fond, je suis un entrepreneur. Je viens d'avoir 26 ans. Si, je suis plus vieille que toi. Ouais, bon. Ben ouais. Quel âge? 28. 28? Yes. Fait que c'est ça, je viens d'avoir 26 ans. Ça fait 7-8 ans à peu près que je suis entrepreneur, si on peut dire. Moi, je suis vraiment juste dans le domaine de la vente. Des fois, je me fais souvent demander, t'es-tu dans la crypto? T'investis-tu dans des trucs comme ça? Non, je suis pas là-dessus. Je suis vraiment dans le monde réel. Je suis dans la vente. Tout simplement, je monte des équipes de vente. C'est ça que puis 100% vente, hein, c'est ça le pire. 100% vente. Parce qu'il y a plein de formations à marde, si je peux dire ça comme ça, qui vont... Je ne vends même pas de formation, en fait. Plus? Non, je ne vends pas de formation. Quand je forme les gens, je le fais gratuitement, tout simplement, au travers de mes entreprises. Fait que je vais recruter des gens. Justement, je me sers de TikTok pour recruter. Une fois que j'y recrute, la formation est gratuite. En fait, j'investis dans les gens. Fait que quand ils commencent, ils ont rien à payer. Fait qu'ils reçoivent des vêtements, ils reçoivent ce qu'il faut pour commencer dans les entreprises, peu importe l'entreprise dans laquelle que je les recrute. Puis c'est ça, c'est moi qui investis dans les gens, en fait. Des fois, le monde pense que je vends des cours, mais non, pas du tout. Mais est-ce que tu vas exiger que cette personne-là fasse un minimum de temps dans ton entreprise pour que ça soit un retour pour je te dirais que je suis tellement, puis ceux-là qui me parlent sur Instagram vont le savoir, je suis tellement rough dans mes DM. OK. Puis, tu sais, juste, mettons, quelqu'un qui me dit « Ah, mais ça m'intéresse ». T'es automatiquement éliminé. Wow! Dans le sens que ça t'intéresse... Non, tu veux être riche ou ça t'intéresse d'être riche. Tu comprends? Les mots ont vraiment une très grosse importance. Fait que, tu sais, j'avais fait au début un challenge, puis c'était pas mal pour ça que le monde m'avait connu. C'était le Zero to Lambo Challenge. Fait que le but, dans le fond, c'était vraiment de prendre un jeune qui avait fuck all dans la vie, qui était rien, puis qui voulait justement rouler en Lambo. C'était ça un peu. Fait que c'est sûr que le monde critiquait tellement ça parce qu'il était comme, voyons, c'est impossible, ça se peut pas. Moi, je le dis tout le temps, pour réussir, il te faut un système. Quand tu as un système qui fonctionne, je sais que mon système fonctionne. Puis ça fait 7 ans que je l'opère, puis ça fonctionne. Fait que j'ai pris à peu près 200 personnes que j'ai recrutées, j'ai filtré, puis j'étais arrivé justement à peu près après 200 personnes à un individu qui s'appelle Sam, je le salue d'ailleurs, qui travaille encore pour nous aujourd'hui, ça fait 6 mois, puis justement, il réussit à avoir une R8. Une Lambo. Ben, un Lambo, dans le fond, un supercar. Le but, c'est d'avoir un supercar, que ça soit une Lambo. Pas, ou en tout cas, la voiture qu'il souhaite. La voiture de rêve qu'il souhaitait, exactement. OK. Puis c'est ça, tout simplement. C'est comme ça que... Mais là, attends. Là, tu me dis ton challenge que tu as fait de 0 à Lambo, c'est ça? Sur 200 personnes qui ont montré de l'intérêt, qui étaient comme, dude, je veux devenir. Qui se sont présentés aussi, parce qu'il y en a qui me disaient qu'ils venaient, mais qui venaient pas. Mais tu sais, sur 200 personnes, il y en a. C'est ça, il y en a resté un. Puis de la première batch, justement, j'ai commencé la date de fête à mon père, qui est le 11 juin cette année. Puis de la première batch que j'ai recrutée d'à peu près 80 quelques personnes, il reste 2 personnes. Mais c'est quoi? C'est quoi? Tu les maltraites? C'est quoi? Pourquoi qu'ils restent pas? Parce que tu leur dis, c'est de la vente. Fais ça, puis dans 90 jours,
t'as la voiture de tes rêves, puis tu peux arriver à une indépendance financière, Colin. C'est tout le temps une question de mindset, tu sais. C'est que je pense que les gens disent qu'ils sont prêts à tout, mais quand ils se rendent compte de l'effort qu'il va falloir qu'ils mettent, ils se disent « fuck off ouais, ». Impossible. Impossible. Moi, quand j'ai commencé à faire de la vente, justement, j'ai commencé dans le porte-à-porte. Quand on a commencé. Puis, que ça soit de la vente porte-à-porte, que ça soit du cold call que tu fais au téléphone, j'en ai fait aussi. C'est des choses qu'on fait aussi dans mon entreprise, du cold call. C'est la rejection qui fait peur. C'est que si, mettons, tu parles, je sais pas, tu te dis, mettons, qu'il faut que tu parles à 100 personnes dans ta journée, bien, ça se peut qu'avec le numbers game qu'on appelle, la loi des nombres, que tu pognes, mettons, tes 25 premiers clients, puis qu'ils t'envoient tout chier. Ouais. Ça se peut. Tu sais, des fois, tu arrives, tu fais de la prospection, puis le monde, il t'envoie chier, ils veulent rien savoir. Là. Ouais. Que ça soit au téléphone, que ça soit au porte-à-porte, que ça soit peu importe c'est quoi, que tu as cogné à la porte d'une business parce que tu veux vendre un produit. Puis c'est la rejection qui fait peur. Ouais. Les gens, puis j'en vois des gens, là, mettons, qui commencent, qui parlent au premier client. Le premier client les envoie chier, ils veulent rien savoir. Puis ça les bloque, ça les traumatise. Ils se font tellement envoyer chier, ils le prennent tellement personnel qu'ils se mettent quasiment d'une boule dans le coin. Là, puis... Non, il y en a qui se sauvent, là. Je vais aller manger aux toilettes. Ils disparaissent. Il est parti. Ils partent, là. Ils te bloquent. Il y en a qui m'ont même bloqué. Puis qui ne me reparlent plus, là, parce que, tu sais, c'est vraiment difficile. Fait que je pense vraiment qu'il y a une question de génétique aussi là-dedans, à quel point tu es fait fort mentalement, que tu es prêt à réussir, justement. C'est vraiment pas tout le monde qui est prêt. Puis comme je te dis, dans toutes les personnes que j'ai recrutées à date, il en reste à peu près 2, 3, là, que ça fait vraiment 6 mois qu'ils sont avec moi. Les autres, c'est tout le temps du roulement. Ah, si. Puis, tu sais, je te disais ça au début, avant qu'on commence. Moi, qu'est-ce qui me fait chier, c'est que notre génération, même ceux qui sont plus jeunes aussi, on veut les choses faciles. On veut faire du cash facile. Ouais. Parce que c'est ça qu'on entend à la télé, là, by the way. Fait que je peux même pas les en vouloir. On entend ça à la télé, tu comprends? Ouais. Puis je pense aussi que, tu sais, Instagram puis tout ça, il y a vraiment comme... une espèce de vague là, des dernières années de crypto. L'année passée, c'était les NFT. C'était toutes ces shit-là. Puis tu vois du monde... Souvent, c'est du monde qui ont déjà de l'argent. T'sais. Comment ça serait facile pour moi prendre 200 000, monter un fucking projet genre NFT, après ça, promote ça, avec tous les contacts que j'ai, avec tout l'argent que j'ai pour promote ça, après ça, scam tout le monde là-dedans. T'sais. C'est tellement facile, mais le monde se font avoir là-dedans. Ils embarquent dans des affaires de crypto, de NFT. Souvent, c'est du monde qui ont déjà de l'argent, qui font juste monter un projet, puis après ça, ils se font scam là-dedans. Mais moi, comme je te disais avant qu'on commence, comme Warren Buffett, il dit, c'est des licornes. C'est pas parce que tu as une personne sur, mettons, X nombre de personnes qui fait 1 million super rapidement avec de la crypto que tu as des chances d'y arriver. Ouais. Le grind n'a pas rapport là-dedans. Tu as un facteur chance qui est trop impliqué pour que tu dépendes de ça pour être riche. Tandis que dans la vente, le facteur chance, il est de 0. C'est les heures que tu mets, c'est les skills que tu développes. Puis si tu suis le système de vente de la bonne compagnie, tu vas réussir à être millionnaire. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Là. Mais toi, là, OK, c'est bien beau, tu travailles dans la vente, c'est cool. Mais au-delà de travailler dans la vente, parce qu'il y en a plein qui travaillent dans la vente puis qui font pas les chiffres que tu fais, là. Oui. OK? Toi, selon toi, là, pourquoi tu as été capable de faire ces chiffres-là puis que tu réussis extrêmement bien ta vie, là? Il y a le bon véhicule. OK. Avoir la bonne industrie. OK. Avoir le bon système. Je donne tout le temps un exemple qui est le Loup de Wall Street. Je ne sais pas si tu as vu le film avec le classique. Là, toutes les... T'as l'air tout énervé, là, rien qu'entendre le nom du film. Là, mais tu sais, c'est super bon, là, le Loup de Wall Street. Là. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai vu, ce film-là. Là. C'est vraiment mon film préféré. Là. C'est vraiment... c'est un genre de style de vie que j'aimerais si on exclut toutes les drogues puis tout ça, parce que je suis vraiment pas drogue, pute puis tout ça. Là, sinon, tu sais, j'aime ça flasher, Lambo, la belle blonde, tu sais... C'est vraiment moi, les belles montres, tu sais, c'est moi ça. Mais si je voulais en venir avec ça... Que tout dépendant d'un système... C'est ça. Lui, il l'explique vraiment dans son film puis dans son livre aussi que j'ai lu. Tu sais, il montrait à des gars de 19 ans qui étaient poudrés à journée longue, qui dormaient pas, qui fourraient des putes, qui faisaient n'importe quoi, mais à cause qu'il y avait un système derrière, qu'il y avait un script de vente, qu'il y avait une stratégie marketing, il réussissait à leur faire des millions par année. Ouais. Alors que tu aurais pris le même gars, tu l'aurais pris d'une autre industrie, genre vente automobile, il n'aurait jamais fait 1 million par année, le gars. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est correct, mais il faut que tu choisisses la bonne industrie, le bon véhicule, puis surtout la bonne compagnie qui a le bon système pour toi.
OK, mais... Ça, c'est super important. Mais le jeune là, qui nous écoute, là, puis lui, il dit, ben garde, j'aimerais bien travailler dans la vente, j'aime ça. Tu fais comment pour savoir où aller, faire quoi? Tu sais? Parce que toi, c'est bien beau, mais peut-être que lui, il t'aime pas ou il a pas envie d'aller travailler dans ton entreprise. C'est bien correct aussi. C'est bien correct aussi. Il aime un autre domaine qui serait dans la vente, mais je fais comment pour réussir? Il y a plusieurs degrés de vente que j'appelle. Le premier degré de vente, c'est le service à la clientèle. OK. Serveuse. Oui. Tu sais, des fois, tu vas arriver, voulez-vous un autre verre, voulez-vous, tu sais, souvent, ils vont faire juste proposer un peu. Fait que, plus que tu montes le bill, plus tu as de type. Ça, je pense, c'est le premier degré de vente. Après ça, le deuxième degré de vente, c'est vraiment quand que les clients viennent à toi vraiment pour acheter. C'est plus vraiment un service que tu donnes, c'est plus une vente du genre vente automobile. J'ai quelqu'un, là, cette semaine, il y avait 15 ans, je pense, il m'a une box justement pour ça. Il dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je dis, pogne-toi une job du genre vendeur chez Best Buy ou quelque chose comme ça pour commencer, tu sais. Fait que commence service à la clientèle, tu as un salaire puis tu as une genre de commission qui est ton type. Après ça, ben, tu peux monter justement vraiment plus vendeur de char, vendeur. J'ai une amie à moi qui est directrice financière. Dans un concessionnaire automobile, elle fait pratiquement 200 000 par année. Juste à être directrice financière. Fait que vendeur d'auto, directrice financière, ce genre de truc-là où est-ce que les clients viennent à toi. Ils viennent à toi. Mais tu vas tout le temps être limité. Oui, effectivement. Parce que les clients viennent à toi. Fait qu'après ça, si tu vas aller au prochain niveau, tu as justement toutes les compagnies qui sont de cold call, où est-ce que tu appelles directement les clients. Où est-ce que tu prospectes directement des clients. Beaucoup de compagnies l'été qui font des genres de scénars d'asphalte, où est-ce qu'ils font du porte-à-porte puis qui vont chercher eux-mêmes les clients. OK, je comprends. Fait que c'est sûr que pour faire des millions par année dans la vente, tu peux pas attendre tes clients. C'est impossible. Soit tu as une stratégie marketing en ligne qui te permet justement de funnel beaucoup de clients puis d'amener beaucoup de clients, chose que j'ai aussi dans mes compagnies, où est-ce qu'on va chercher des clients vraiment en ligne. Fait qu'on n'attend pas que le client nous appelle. Souvent, les business traditionnels, je te disais tantôt, on opère dans le domaine de la rénovation principalement. La plupart des business, eux autres, ils ont leur site web, ils sont sur Google, ils ont leur numéro, ils attendent que ça sonne. OK, ça sonne. Vous avez besoin d'une toiture, vous avez besoin d'une thermopompe, vous avez besoin de vous avez besoin de ça. OK, parfait. Mais ils n'ont pas de système. Des fois, ça me fait rire. J'appelle, mettons, des compagnies, puis juste pour, tu sais, des fois, j'aime ça avoir de l'info, savoir ce que les autres font. Je les appelle, je leur pose une question, ils me répondent. Puis OK, merci, je raccroche, puis that's it. Ah, shit. Ils n'ont même pas essayé de te closer. Non, ils n'ont même pas de système. Wow. C'est insane. C'est insane. Ils n'ont pas de système. Il faut que les compagnies aient des systèmes puis qu'ils soient plus, pas agressifs dans le sens gosser le client, tu comprends-tu? Tu peux faire de la genre de vente agressive, sous pression un peu, mais que le client soit quand même à l'aise. À l'aise, oui, je comprends. Parce que ça me fait capoter des fois quand je vais à des endroits, justement, je suis vraiment un client potentiel. Moi, quand je rentre à quelque part pour acheter quelque chose, je niaise pas. Là. D'habitude, je suis là pour acheter, puis je vois à quel point les compagnies n'ont pas de système, ils n'ont pas de, ils n'ont pas rien. Puis c'est vraiment drôle qu'on ait cette conversation-là, parce que hier, je suis allé magasiner avec ma blonde. On passe devant un magasin au centre d'achat, puis le gars, il fait comme il tente quelque chose. Un genre de sachet. Fait que là, il tend ça, fait que là, elle vient, elle le prend, puis là, il la prend, puis il l'amène dans le magasin. Il dit, viens, il dit, j'ai quelque chose à te montrer. Il l'assoit sur une chaise, puis il commence à y passer le fer dans ses cheveux. Tout simplement comme ça. Puis là, après ça, il essayait de vendre. Moi, ça m'intéressait, puis j'étais comme, j'ai hâte de voir c'est quoi son script, tu sais, j'analysais vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment senti l'effet d'entonnoir. Tu sais, il a fait essayer, il a expliqué le produit, puis tout ça. Puis, crif, on a manqué l'acheter, le petit fer au final, tu sais. Puis, on riait après, parce que ma blonde, elle commence à être habituée un peu. Puis, tu sais, j'y montre un peu c'est quoi la vente, puis tout ça. Puis, j'ai vraiment trouvé ça bon. Tu sais, je sais pas c'est quoi cette compagnie-là, mais tu sais, ils vendaient des fucking fers à cheveux. C'est con, là. Mais Chris, ils ont un système, là. Il y a un gars qui est dans le hall, qui te tend un sachet. Aussitôt que tu prends le sachet, il commence à te parler. Puis c'est comme un produit pour les cheveux, whatever, qui te donne un échantillon. Il te rentre en dedans, il t'assoit sur la chaise, il te passe le fer à cheveux, puis il essaie de te vendre le fer à cheveux. De te vendre quelque chose. Exact. Il te donne quelque chose. Ça, c'est important. Il faut tout le temps que tu donnes au client avant de demander. Avant de demander. Tout le temps. Toutes mes entreprises sont toutes comme ça. On va tout le temps offrir de quoi de gratuit au client. Fait qu'il faut toujours que tu donnes plus que ce que tu demandes. Mais mettons un exemple concret, là. Ouais. Tu sais, comment ça fonctionne pour que tu puisses être en mesure de signer un contrat. Donc, mettons qu'on y va dans les grandes lignes là, de ton système. Là, c'est pas obligé d'être détaillé. Par la suite, à offrir quelque chose à ton client pour être en mesure de signer le contrat en soi. Donc, si tu es capable de nous dire un peu les grandes lignes, là, comment que ça... Je suis pas sûr de comprendre ta question. OK, parce que là, tu me dis...
Pour travailler en vente puis vraiment réussir, quand tu as une compagnie, il faut que tu aies un système. Oui, il faut que tu aies un système efficace, puis il faut que tu ailles chercher le client et non l'attendre. Ça, moi, c'est ma philosophie. Quand tu me parles de système, tu fais référence à quoi? Je te donne un exemple. Moi, dans l'immobilier, quand tu me parles de ça, c'est que tous mes clients que je sollicite, j'ai un script devant moi. Si je n'ai pas ce script-là, je sors du cadre. Ben oui. OK? Puis le client, il commence à me parler de son chien, son chat, puis là, non, il faut rester sur la ligne. Je sors du cadre. Dans ton cas à toi, ton système, ton script, c'est quoi la base, là? La base du script, nous autres, on se fie beaucoup sur justement Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street. Oui. C'est une histoire vraie à la base. Le gars s'appelle Jordan Belfort, puis il a écrit des scripts de vente, un système, puis ce système-là est encore utilisé dans beaucoup de firmes de courtage partout aux États-Unis. C'est sûr qu'ils ont enlevé l'aspect comme frauduleux de ça, là. Mais tu sais, le script de vente derrière, l'effet d'entonnoir, il est vraiment là. Puis, dans la vente, il y a quelque chose qu'on appelle des test closes. Fait que le but, c'est le plus rapidement possible, tu poses des questions au client pour voir si c'est un client qualifié. Exemple. Salon d'asphalte, OK? Je fais pas de salon d'asphalte. Tout le monde pense que je fais du salon d'asphalte parce que je parle toujours de ça. Mais c'est un exemple que j'aime bien parce que j'aime le hustle. Là, je trouve que c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, mettons que je sais pas, tu appelles quelqu'un pour un salon d'asphalte ou tu cognes au porte-à-porte pour faire du salon à l'asphalte. Ben, ça donne rien d'essayer de pitcher ton pitch de vente si tu sais même pas si tu es un client qualifié. Ah, monsieur, c'est quand la dernière fois que vous avez fait votre salon d'asphalte ou whatever? Ou tu sais, tu poses des questions pour voir si le client a un intérêt. Un intérêt à ça. Parce que quand tu vas chercher ton client, ta denrée, ce qui est le plus précieux pour toi, c'est ton temps. Fait que ce que tu veux pas faire, c'est présenter un client pendant 20 minutes puis qu'il s'en calisse. Ça, tu perds du temps. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué justement des vendeurs qui sont pas bons, là, des vendeurs vraiment de classe moyenne, c'est qu'ils vont présenter à des gens qui n'en ont rien à foutre. Ils savent pas cerner si le client il a vraiment un intérêt. Nous autres, on appelle ça dans le domaine des kikeux de tailleur. Là. Quand je vendais des chars, tu avais tout le temps un bonhomme là, qui arrivait là, avec son café, là, qui faisait le tour de même, là, puis il donnait un coup de pied sur le tailleur pour voir si le tailleur était bien gonflé. Là. C'est de là que vient l'expression kikeux de tailleur. C'est un client qui vient, qui te pose plein de questions, mais qui n'achète jamais. Ce client-là, tu y portes pas attention. Tu vois là. Par respect, oui, là, mais tu ne vas pas perdre ton temps avec lui. Fait que le principe de mes scripts de vente, c'est vraiment comme ça. C'est le plus rapidement possible de poser des questions au client pour voir est-ce qu'il est qualifié. Ou pas. Jordan Belfort, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Do not let shit enter your pipeline ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu ne peux pas avoir de marde dans ton pipeline, marde étant des clients pas qualifiés. Fait que le but, c'est de qualifier des clients, tasser, tout démêler ça, puis qu'à la fin, il te reste juste des clients que tu sais qui sont intéressés par ton produit. Puis après ça, là, tu peux les travailler puis les closer. Oui, mais la sensation que j'ai, c'est que dans les débuts, quand on décide de partir notre business, on le voit pas comme ça. On dirait qu'on se dit, on veut prendre tout le monde. Chris, j'ai besoin d'argent, puis lui que j'arrive à pogner, ou en tout cas que c'est un client potentiel, je vais le prendre. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que à la fin de la journée, premièrement, c'est une perte de temps. J'aurais pu être focus sur autre chose. Mais dans les débuts, Colin, est-ce que toi, dans tes débuts, quand tu as commencé, tu as toujours dit oui à des super beaux contrats, à des clients qui étaient optimales? Bonne question. Non, parce que j'ai été formé par d'autres personnes. Puis ça, c'est un point super important. Je dis toujours aux jeunes, commencez par travailler pour une compagnie. D'ailleurs, je pense que c'est mon premier vidéo qui a popé, c'est ça que j'expliquais. Travailler pour une compagnie pendant, mettons, 3 ans. Pas plus que 3 ans. Une fois que tu es rendu parce que c'est assez. Sinon, tu tombes dans le genre de pattern où est-ce que tu deviens confortable. Puis tu vas vouloir rester. Maison, enfant, gros char, blablabla. Puis après ça, ta tolérance au risque, elle descend parce que tu as beaucoup de responsabilités. Là, tu n'es plus prêt à partir puis tout ça. Comprends? Fait que c'est ça. Pas plus que 3 ans, tu prends de l'expérience. Une fois que tu penses que tu es capable, là, tu peux partir de ton bord puis tu pars à ton compte. Mais il faut que tu apprennes de quelqu'un d'autre. C'est soit que tu apprennes tes erreurs ou des erreurs des autres dans la vie. Si tu apprends tes propres erreurs, ça va être long. Moi, avoir une Lambo, ça m'a pris 6-7 ans. Sam, le gars qui travaille pour moi, ça y a pris 3 mois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris de mes erreurs. Lui a appris de mes erreurs à moi. Ouais, je comprends. Fait que la courbe d'apprentissage est coupée, puis ça monte direct. Ça va beaucoup plus rapidement. Fait que va travailler pour une compagnie.
commence à faire de l'argent, te faire confiance, bâtir des skills de vente. Puis après une couple d'années, là, tu te partiras ta compagnie. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des jeunes, ils me disent « Ah, je sais pas quelle compagnie partir. » Moi, je ne savais pas quelle compagnie partir là, quand j'avais fucking 18 ans. Je n'avais aucune idée. J'ai commencé par être vendeur. J'ai été vendeur de chars, j'ai été vendeur. J'ai vendu plein de gogos, de rénovation, tout plein de patentes. Puis à un moment donné, j'ai eu une idée, j'ai eu la confiance, j'ai eu les contacts. Tout ça mis ensemble, tu te startes tout seul, puis là, ça part. Puis t'as pas le choix de commencer en bas de l'échelle. Mais c'est ça. Mais comme je te disais, il y a une expression que nous, on dit, les Haïtiens, c'est que on est trop à crèque. Donc, on veut pas prendre le temps. Tu sais, c'est comme si, que, mettons, tu veux que cette fleur-là, elle pousse. Il faut que tu mets des graines, il faut que tu l'arroses. Puis, à fur et à mesure, elle va pousser. Mais nous, on veut pas ça. Ouais. Je veux faire de l'argent tout de suite, là, maintenant, là. Puis, quand que je vois Alex avec une Lambo, là, ben, je me dis, calisse, moi aussi, j'en veux une Lambo, puis je veux, mais sans voir tout le processus qui est derrière. Ben non, c'est ça. Tu comprends? Parce que sur TikTok, on voit le beau rôle. Tu comprends? Ben oui. On voit Alex avec la Lambo. Mon premier TikTok, je suis déjà dans Lambo. C'est ça. Fait que tu penses que je suis né avec. Exact, exactement. Puis même tes commentaires que je lisais vont dans ce sens-là. Ouais. Les gens, ils disent, Colin, Alex a eu la belle vie. Colin, Alex a eu des parents qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le processus. Non. Puis je suis sûre que peut-être tu as eu des journées où tu étais tanné, tu avais envie de pleurer, tu comprends, tu sais? Vraiment, puis je me rappelle, à un moment donné, je fréquentais une fille quand j'avais... je sais pas, 18 ans peut-être. OK. Puis tu sais, j'étais dans le genre... Moi, j'ai fait du marketing de réseau, je sais pas si c'est quoi, là, ce que tout le monde appelle la vente pyramidale. Là. Ouais. Mais j'ai fait ça dans mes débuts aussi. Tu sais, j'essayais tellement n'importe quoi. Du Forex, des ci, des ça. Puis là, j'étais avec justement cette fille-là que je fréquentais, puis elle avait des amis, puis tu sais, je voyais comme... ses amis masculins qui avaient, tu sais, il y avait des pick-up, tu sais, ils s'achetaient une maison, puis tout. Puis là, j'étais comme... Moi, j'avais pas une scène. Là, je vais-tu, genre, perdre ma vie, me réveiller comme à 35 ans, être fucking pauvre parce que je pensais avoir ce petit drive-là de n'importe quoi d'être riche, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments, tu sais, tu doutes, là. Ben oui. Tu te remets en question, puis tu vois tout le monde avancer, puis tu vois toi que, comme... Ça avance pas. Ça avance pas, là, t'as la pression sociale de tes parents qui disent « Ouais, ça marchera jamais, ça, Chris, pogne-toi une job pour vrai. » T'as les amis, t'as ci, t'as ça. Moi, j'ai été un petit peu chanceux là-dedans où est-ce que ma famille, ça se parle plus vraiment, là, tu sais, je veux dire. OK. Du côté de mon père, il n'y a pas vraiment de famille. Du côté de ma mère, tu sais, en tout cas, longue histoire courte, tu sais, à Noël, on est à peu près 3-4 autour de la table, tu sais. Fait que j'ai pas, moi, à Noël, quand je vois un party, j'ai pas toute ma famille de 25 personnes qui disent « Hey, puis mon jeune, comment ça va? Tu vas pas à l'école, puis là, t'as la matante, puis la pression sociale, moi, j'ai pas ça. Ouais. Moi, je trouve que j'étais chanceux là-dessus. J'avais mes parents. J'ai dit fuck off, je vais pas à l'école. Ma mère a pleuré un peu, puis après ça, non, mais elle, je voulais qu'elle j'aille à Harvard, puis God. C'est la grosse affaire. Là, mes parents seraient complètement mis à la rue pour payer mes études. Wow! Littéralement. Là. Ils auraient fait n'importe quoi pour des études, mais non, moi, j'étais pas... Mais pourquoi toi, dès ton jeune âge, t'as fait fuck that? Je veux rien savoir des études. Parce que, tu sais, des fois, ça arrive un petit peu plus tard, après avoir eu l'expérience d'être salarié, puis tu dis, calé, c'est de la grosse merde. Mais dans ton cas, à toi, t'as même pas vraiment eu d'expérience vraiment en tant que salarié, vraiment. Puis là, t'étais comme déjà, non, moi, ça m'intéresse pas. Là. Mais tu sais, à la base, moi, ma mère est fonctionnaire. Elle travaille pour une ville, là, peu importe, je dirai pas où. Elle vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Mon père a pris sa retraite aussi. Il a travaillé dans une usine toute sa vie. Ouais. Fait que tu sais, mes parents avaient peut-être un salaire combiné de 100 000 par année ensemble. Tu sais, 100 quelques mille par année. Fait que tu sais, je viens de la classe vraiment moyenne. Moyenne un petit peu avancée, mais rien de... Ouais, de wow. C'est ça. Mon père m'a payé un petit skidoo quand j'étais jeune, puis il m'a aidé à payer mon premier char pour aller aux études. J'étais pas dans la rue, mais j'étais pas riche non plus. Puis... Si j'en ai à venir avec ça. Excuse-moi, je prends mes idées. En fait, pourquoi que dès ton jeune âge... Oui, mon jeune âge, excuse-moi. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais vu dans le Vieux-Québec, je me souviens plus, c'était une Lambo, une Ferrari. Puis là, je vois le char. Puis je suis comme, comment est-ce qu'on fait pour avoir ça? Puis je me suis vraiment remis en question, tu sais. Puis mon père avait même pas de réponse, tu sais. Puis là, j'y avais dit comme comment, puis tu sais, j'avais dit ça, j'étais jeune, là, puis j'avais déjà cette réflexion-là. J'étais comme, comment tu peux passer 100 ans sur la Terre puis même pas être capable d'avoir ça? Moi, ça me rentrait pas dans la tête. Comment tu peux passer l'entièreté de ton expérience humaine sur la Terre sans être capable de te payer ça? Ouais. Moi, ça me rentrait pas dans la tête. Puis tu sais, mon père était comme, ben, c'est ça la vie, mon homme, tu sais. C'est ça la vie. Puis tu sais, il m'a dit ça souvent, tu sais, quand j'étais allé à l'école,
sais, quand tu es en secondaire 5, puis il y en a sûrement qui vont vraiment s'identifier là-dedans, tu es en secondaire 5, là, tu vas avoir la conseillère en orientation. Oui. Pas le choix. Là, elle va te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Hey, je m'en souviens, là, je t'ai rendu que genre fallait. Je me souviens pas c'est quoi la. Je pense que c'est arpenteur. De quoi de même, là? L'affaire avec un trépied. Là, arpenteur géomètre? Ouais, de quoi de même, là? Je t'ai rendu être arpenteur géomètre. Tu sais, le tabarnak. Je veux pas être arpenteur géomètre, mais si je veux juste construire des lambeaux pour avoir la paix. Aïe, aïe, aïe. Fait que, encore une fois, tu sais, je reviens à la maison, j'étais comme, là, c'est quoi? Faut que je me choisisse une job, que je fasse ça toute ma vie, qu'à retraite, à 60 ans, je prends ma retraite, que j'ai pas encore le moyen de me payer une lambeau, puis que là, supposément, je profite. Ah, ben, c'est ça la vie, mon homme, hein? Moi, ça, j'acceptais pas cette réponse-là. Fait que de fil en aiguille, c'est ça, je pense qu'honnêtement, c'est une genre de flamme que tu as dedans de toi ou pas, là. C'est vraiment une flamme que tu as. Je pense que c'est un désir de liberté aussi. Oui, exact. Avant tout. C'est un désir de liberté. Moi, je compare souvent ma mentalité. Ma mentalité est plus proche de la mentalité hippie que de la mentalité du monde normal, si on peut dire. Parce que moi, honnêtement, si j'aurais pas tout ce que j'ai, je serais sur une plage à Bali, puis je ferais du surf, puis je vivrais avec 10 piastres par jour. Là. That's it. Ah, impossible. Wow. Impossible. Impossible que je me pogne une maison là, à 300 000, être à côté ici, m'acheter un char à 40 000, être à côté ici, puis faire semblant d'être heureux dans ma petite vie dans le trafic, là, sur des carrés le matin. Là. Moi, c'est impossible. Impossible. C'est soit je suis fucking riche, que je suis libre, ou je suis fucking pauvre, puis je suis libre. Ouais, je comprends. La liberté, c'est ma valeur principale. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ça. Puis je pense que c'est ça qui file en aiguille. Ça m'a comme poussé vers l'entrepreneuriat carrément. Mais je pense que c'est pour ça aussi que, bien qu'il y a des gens qui te suivent sur les réseaux, mais il y en a beaucoup qui t'aiment pas aussi parce que tu amènes cette conception en disant même de manière claire que un jeune qui veut faire de l'argent, l'école... Puis moi, je le dis souvent, c'est que même des fois, ils me disent « Ah, mais si je vais à l'école, je peux faire 200 000 par année. » 200 000 par année, c'est pas beaucoup. C'est vrai. Tu comprends? Moins impôts, moins ci, moins ça. Exact. Tu comprends? C'est vrai. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, puis c'est ça, c'est pas tant que ça. Si tu veux te payer des supercars, puis tu veux voyager en classe affaires, tu veux voyager en jet, whatever, c'est impossible. Tu peux pas. Mais tu sais, moi, la philosophie que j'ai par rapport à ça, je dis pas que l'école, c'est de la merde, ça vaut pas la peine, malgré l'expérience que je te parlais que j'ai eue à l'école. Je dis que tout dépendant de tes aspirations, ce que tu veux faire, parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, on a 100%. besoin des gens comme ça. Et c'est pas vrai que tout le monde est fait pour partir sa business et être entrepreneur. OK? Ça, c'est clair. Mais après ça, c'est une question de choix. Vraiment. C'est quoi que tu veux dans la vie? Tu te vois où? C'est quoi tes aspirations? Tu comprends? Puis l'une de mes aspirations, mais c'était de faire mieux que mes parents. Puis aussi de montrer à mes enseignants que fuck you. Il y avait même si que tu me disais. Tu comprends? Puis je te le dis, là, moi, mon objectif, c'est de retourner dans l'école que je te parlais, là, parce que je sais que le fucking enseignant, il est encore là, puis il enseigne. Faire une conférence. De faire une conférence, c'est bon, tu sais. Parce que je trouve ça tellement con de juger quelqu'un par rapport à son quartier, sa situation familiale, etc. Puis même Elon Musk, l'autre fois, il disait que, tu sais, il regarde même plus tant que ça. C'est sûr, si t'es ingénieur sur sa fucking fusée, oui, là. Mais je parle en général, le CV, c'est pas nécessairement de quoi qu'il va regarder. Toutes les grosses entreprises, du genre Google, etc., vont vraiment se tourner plus vers le travail d'équipe, la créativité, surtout. Je trouve vraiment que le système scolaire va fermer des œillères. Je trouve qu'il est juste mal fait. Effectivement. Vraiment mal fait. C'est vrai. Puis le monde, oui, aide dans mes vidéos, mais tu sais, je le dis clairement, si tu veux faire de l'argent, c'est ça. L'école, c'est de la merde. C'est ça. Mais tu peux y aller à l'école, là, tu comprends? C'est ça. C'est ça. Mais l'affaire aussi, ce que j'ai réalisé, parce que j'ai beaucoup de clients qui me le disent, Calice, Marcha, tu gagnes plus que moi, c'est que dans les échelles de valeur, d'accord, on se dit, c'est normal qu'un médecin fait 200-300 000 par année. Mais c'est pas normal que courtier immobilier fasse plus que ça, là. Tu comprends? Parce que mon salaire est clairement plus qu'un médecin. Fait que c'est dans les échelles de valeur. Des fois aussi, j'ai remarqué que ce soit nos parents ou les gens que
qu'on côtoie sont comme, c'est pas normal ce gars-là. C'est des paradigmes qu'on appelle, c'est comme des genres de barrières mentales créées par la société que le niveau d'études va être automatiquement lié à ton salaire. C'est complètement faux. Tout à fait. C'est complètement faux parce que ça n'a aucun rapport. C'est la valeur que tu apportes sur le marché, c'est le problème que tu es capable de résoudre. Plus que tu résous des problèmes que la majorité des gens ne sont pas capables de résoudre, plus que des gens vont être prêts à payer cher pour que tu résous ce problème-là pour eux. Tout à fait. Fait que c'est puis tu sais, qu'est-ce qui est fou? J'aimerais tellement sortir ce genre de statistiques-là, mais je suis sûre que si j'arriverais à trouver les statistiques des gens qui font vraiment de l'argent, là, ils sont pas allés à l'école. Ils ont peut-être même pas un secondaire 5. Là. Non. C'est le contraire parce que quand tu vas à l'école, t'as tellement peur, t'es tellement accroché justement à ce genre de système-là que t'as peur de sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, c'est la base de l'entrepreneuriat. Absolument. L'échec, c'est la base de l'entrepreneuriat. Tu t'échec des choses, échec, j'essaie d'autres choses, échec, OK, ça fonctionne. Mais l'école, c'est l'inverse. Tu peux pas échouer. Si tu échoues, tu as une mauvaise note, tu coules ton cours, ta coteur descend, t'es fuck, tu peux plus rentrer en médecine. Exact. C'est vraiment mal fait, tu sais. Le niveau de stress que j'avais à l'école est incomparable au niveau que je peux avoir en ce moment aujourd'hui. Colin. Et là, bon, aujourd'hui, est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres d'argent? Oui, pas de problème. OK. Aujourd'hui, moi, de ce que j'avais compris dans tes vidéos, t'es millionnaire. OK? Après combien d'années tu as été en mesure d'atteindre cet objectif-là puis de dire, j'ai je vais faire premièrement ma définition de millionnaire. OK, ma définition de millionnaire, c'est faire pour moi 1 million et plus par année. On s'entend. Impôt enlevé? Non, peu importe. Là, OK. Million par année, OK. 1 million par année, ça, c'est vraiment ma définition de millionnaire. De millionnaire, okay, après ça, l'impôt, puis tout ça, il y a toutes sortes de manières, dépendamment de ton entreprise, puis de jouer comment que tu payes d'impôts, puis de tout ça. Ouais. C'est quoi la question? Combien de temps ça a pris? Oui, exact. Ça? Moi, avant de faire... T'es jeune, Colin, 26 ans. Ouais. Je te dirais que pour 1 million par année, là, ça fait pas tant longtemps, je te dirais. Là. Peut-être 1 an et demi, genre. Mais j'ai commencé tranquillement, tu sais. J'ai commencé dans la vente. Ma première année, j'avais 20 ans. J'ai fait, je pense, 102 000. OK. Après ça, je rentre bonne mémoire des chiffres. Après ça, j'ai monté à peu près à 175, de quoi de même. Après ça, je montais dans le 200. OK. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment pop, là. Puis t'as débloqué. Ça a débloqué, là, à un moment donné. OK. Quand j'ai fait mon premier, comme 100 000 en un mois, là, là, tu te sens... tu te sens big. Là, tu te sens riche en esti. Alors, il y a un moment donné, là, parce que j'ai changé ma... Parce que moi, dans le fond, je voulais vendre ma Huracan. Je sais pas si tu connais les autos un peu. Oui, tu connais les autos, les noms et tout ça. Okay? Fait que je voulais vendre ma Huracan, je voulais m'acheter ma Turbo S. Puis j'ai comme pas réussi à la vendre. Puis là, je me suis comme ramassé avec 3 chars en même temps. À ce prix-là aussi, là, on s'entend-tu que tu viens diminuer la possibilité de gens qui vont te l'acheter? Oui, quand même. Puis, tu sais, comme en attendant que je la vende, là, je viens de la vendre cette semaine, mais tu sais, j'avais 3 autos. Puis tu sais, je rentre dans mon parking, je vois comme le Russe, la Huracan, la Turbo S. J'avais pour 1 million en auto. Là, à ce moment-là, je suis comme, OK, là, j'ai I made it, là, je pense. Là, j'ai atteint vraiment mon rêve, là. Wow. Mais ça a pris, comme je te dis, de 20 jusqu'à 24, 25 à peu près. Là, Ben, 4 ans, 5 ans, je trouve que quand même, là, ça s'est fait vite, là, pareil. Pas de vie, là, tu sais. Moi, j'aurais été prêt à renier ma famille s'il fallait. Wow. S'ils n'étaient pas d'accord, moi, j'en ai rien à foutre. Là. Colin. Non. Wow. Je m'en fous. J'aurais eu, comme je te disais tantôt au début, si j'aurais eu une famille qui n'aurait pas été là pour moi, je m'en fous de pas leur parler. Là. Wow. Moi, j'étais prêt à tout, à part aller dans l'illégalité, ça non. Mais dans ce qui est légal, j'étais prêt littéralement à tout. Tout. Renier mes parents, mes amis, n'importe quoi. Pendant des années, je ne sortais pas d'un bar. Moi, je bois pas d'alcool. Je tolère pas l'alcool. Ça me donne mal à la tête, ça me donne mal au ventre. En plus, je t'ai apporté une bouteille d'Haïti, Colin. J'étais comme, je suis sûr, ça va lui faire ma blonde va être sûrement contente. Là. Je vais ramener ça. Mais c'est du rhum fort. Fait que, tu sais, les femmes, des fois, ils boivent pas du rhum fort. Je sais pas. Pour vrai, je connais tellement rien à l'alcool. Je te jure, je connais rien à l'alcool. Puis j'aurais pas pensé ça. Là, c'est un jugement que j'ai eu. Je te jure, je connais rien. Genre, je suis vraiment... Je te dis, quand on parle de génétique, je pense vraiment une génétique favorable à ça, parce que je ne tolère pas l'alcool, fait que je ne pourrais jamais donner alcoolique, je n'aime pas ça. Fumer, je fume pas, à part des cigares de temps en temps, j'aime ça. Pour ce qui est des drogues, du pot, je fumais du pot un peu quand j'étais jeune, mais tu sais, ça m'a jamais accroché. De la coke puis tout ça, j'ai jamais touché à ça. Moi, je faisais beaucoup de crises d'anxiété quand j'étais jeune, fait que tu sais, tous les stimulants, j'aime pas ça.
OK, t'as vraiment une vie saine. J'ai vraiment une vie saine. Je suis tout le temps sur la diète stricte. Tu sais, mon but, c'est pack, puis être vraiment, tu sais, le gym, puis tout ça. Il va falloir que je suive ton exemple, parce que moi, j'ai des livres Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'as tout ça aligné, ça l'aide un peu à la discipline. Oui, ça aide. Fait que, tu sais, des fois, je rencontre quelqu'un en entrevue, bon, la personne, tu sais, elle n'est pas en shape, elle fume, elle ci, elle ça, elle a des problèmes familiaux. Tu sais, t'as des gens, on dirait que c'est juste des gens à problème. Ils ont tout le temps des problèmes. Moi, je suis pas une personne qui a des problèmes. Ma vie, c'est tout le temps, je suis en santé, ci, ça. J'aime ça aligner mes choses, puis que tout aille bien. Moi, je suis une balance, là, mon signe astrologique. Je suis quelqu'un de balancé dans la vie. Fait que je pense que tout ça, c'est vraiment important pour le succès d'être bien. Mais là, ça veut dire un jeune qui se présente à toi, puis que clairement, sa situation est pas fort, tu le prends pas, tu l'engages pas. Sa situation financière, mettons? Non, mais quand je te dis, parce que tu lui expliquais que le gars, il a un surplus de poids, il fume du buzz, tu le prendras pas dans ton équipe. Ben, il a un surplus de poids, je veux pas être... Tu veux pas... Il y en a qui vont me hate, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais c'est comme un combo, là, tu sais. Quand t'as tout, là, tu sais, le pire, je pense, c'est la cigarette. OK, toi, tu veux rien savoir. Non, honnêtement, les gens qui fument sont les gens qui sont plus faciles à closer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de self-control. Ils se contrôlent pas. Ils achètent de même. Tu lui proposes de quoi, il va même pas réfléchir à si ça fait du sens pour lui. Il va acheter directement. Ça, mes vendeurs le savent, tu comprends? Les gens qui fument, qui ont l'air bordélique, qui sont en désordre, c'est des gens qui vont acheter facilement. Parce qu'ils n'ont aucun self-control. Tu comprends? Quelqu'un, par exemple, un client que tu vois qui parle bien, qui est articulé, il est bien habillé, il est bien coiffé, ses cheveux sont faits, tu vois, il fume pas, il est en shape. Le gars contrôle toute sa vie. Donc, il doit contrôler ses finances. Donc, il doit contrôler ses décisions. Fait qu'il n'achètera pas live sur le coup. Il va falloir que tu travailles en esti, ce client-là. Mais quand je te parlais de système tantôt, c'est justement ces clients-là, faut pas que tu perdes 3-4 heures avec eux à essayer de les closer. C'est le genre de clients-là qui vont beaucoup réfléchir, qui sont beaucoup cérébrales, qui prennent du temps avant de prendre des décisions. Tu leur donnes l'information, tu les laisses réfléchir. Tu te concentres sur les clients, justement, qui sont plus faciles, entre guillemets. À acheter tout de suite, À acheter tout de suite, ça va être beaucoup plus... Mais est-ce que tu fais des suivis avec ces clients-là que tu as mis de côté? Tes clients-là, je ne ferai pas de suivi avec eux. Non, pas de suivi. OK. Non. Mais je trouve que c'est quand même des clients potentiels que tu je te dirais que dans mon domaine, honnêtement, je suis quelqu'un qui va vraiment closer sur le coup. Là. Si je te convainc pas tout de suite, les chances que tu reviennes plus tard, je vais vraiment te laisser réfléchir puis te laisser revenir. Je comprends. J'aime pas trop mettre de pression non plus. Puis le temps que je perdrais à faire des suivis, je suis mieux de focusser à présenter à des nouveaux clients qui vont m'acheter tout de suite. Mon temps va être mieux investi. Fait que je présente, mettons, une fois un client, je le laisse réfléchir dans son coin si je ne l'ai pas closé, puis je le laisse me revenir tout simplement. Puis là, toi, aujourd'hui, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi dans ton équipe? Peut-être une quinzaine environ. OK, quand même. Je t'ai représenté un petit peu partout au Québec. Okay, mais une quinzaine, je pourrais en avoir 50, mais ça serait pas efficace, tu comprends? Fait que tout le monde qui travaille pour moi, pour nous, parce que c'est moi la figure sur les réseaux sociaux, mais on est une équipe derrière ça. J'ai trois partenaires exceptionnels. Puis c'est ça, tout le monde dans l'organisation fait beaucoup d'argent. Moi, un vendeur qui fait... une de mes valeurs à moi, c'est d'aider les gens financièrement. Quand justement Sam s'est pris sa voiture, j'en avais quasiment les larmes aux yeux, tu comprends-tu? Parce que je revivais comme ce trip-là. Moi, tout le monde le sait que j'ai une Lambo, tu comprends? C'est comme, c'est Alex, le gars qui a une Lambo. Ça fait plus rien, mais que lui en ait une, OK, je revis ce sentiment-là au travers de lui. Je revis de quand tu retournes chez tes parents puis qu'ils sont comme... qui comprennent rien, là. Puis là, tu sais, j'ai demandé, OK, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? OK, puis comment est-ce que c'est? Ça m'intrigue, j'aime ça, revivre ça au travers de eux. Fait que non, je veux pas garder des vendeurs qui font pas d'argent, c'est pas... Mais toi, ton standard minimal pour tes vendeurs, il faut qu'ils fassent combien en termes de montant par mois? C'est sûr qu'il y a plusieurs grades. Je te dirais que vraiment le grade de base là, quand tu rentres dans l'entreprise, là, parce que après ça, tu as un chef d'équipe, tu as directeur, puis tout ça. Je te dirais que en bas de 1000 par semaine, là, je suis pas tellement à l'aise. OK. Puis tu vois, même 1000 par semaine, c'est pas wow. Là, non, mais un jeune de 18 ans qui sait pas quoi faire, je comprends. 1000 par semaine... Je comprends. Il fait 1000 par semaine là, mais s'il reste plus longtemps, je te garantis qu'il va faire beaucoup plus que ça. 1000 par semaine, peut-être sa première année. Mais tu sais, j'ai des vendeurs, des fois, qui peuvent faire
du 10-15 par semaine, là, facile. Là. OK, quand même. Je te parle de des individus d'exception. Oui. Une personne sur peut-être 250 que j'ai recruté. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'on est à 4 personnes sur 1000. Là. Quand même. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Fait que c'est vraiment le 1% du 1% qui réussit à faire ça. Mais tu sais, ce gars-là, il a toute la génétique. Là, le gars, il est en shape, il fume pas, il prend pas de drogue. Tout ce que j'ai, il l'a. Puis même s'il y a de quoi, il y en a quasiment plus, comprends-tu? Parce que lui, en plus, c'est quelqu'un de social. C'est quelqu'un qui aime ça. Moi, je suis vraiment zéro social. Oh, mon Dieu, OK. Je suis quelqu'un de très antisocial. J'ai vraiment de la misère à rencontrer des nouvelles personnes. Moi, quand je vends, je suis vraiment un autre personnage. OK. Comme quand je suis sur TikTok, c'est vraiment une autre personne. Tu mets un autre chapeau, t'as un autre rôle. Oui, absolument. Colin. Absolument, parce que je sais que si je serais vraiment 100% moi-même, mettons avec des clients, ça marchera pas. Je suis pas agréable nécessairement. Puis je pense qu'une grosse partie du succès, c'est de savoir ses forces et ses faiblesses. Absolument. Moi, ça, j'ai beaucoup de forces. Les forces que j'ai, c'est que je suis sharp. Ouais. Quand je vends, les clients sont comme, OK, lui, ce qu'il dit, il a l'air sérieux, c'est sûr, c'est vrai. Ouais, on peut le faire confiance. On lui fait confiance, tu comprends? Ouais. Mais tu n'aimeras pas nécessairement ma personnalité quand je te vends. Tu m'achètes pas pour ma personnalité, tu comprends? Tu m'achètes parce que tu me trouves sharp. C'est pour ça. Le monde, quand il vient de travailler pour moi, c'est Alex comme... C'est sérieux, là. Aide-moi, là. C'est comme, faut qu'il se passe de quoi, là. C'est pas, hey, t'as l'air chill, tu comprends? Je suis pas quelqu'un qui nécessairement qui vont accrocher à ma personnalité. Je comprends. Mais je suis vraiment, c'est sharp, c'est ci, c'est ça. Fait que ce gars-là, justement, en plus d'être sharp et tout ça, il y a de l'entre-gens, puis, tu sais, il y a vraiment, il y a tout ce qu'il faut, là. Il a quel âge? Sam, il a 22. Aïe. OK. Puis on est dans du 10 000. On l'a payé justement hier, il a fait 10 000 cette semaine. Seigneur Dieu. Toi, tu les payes à chaque semaine? C'est pas moi qui les paye directement, mais oui, l'entreprise. L'entreprise. Oui, ils sont payés chaque semaine. OK. Puis est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais encore du porte-à-porte ou t'as vraiment, tu sais... non, j'en faisais vraiment dans mes débuts. Maintenant, je fais pas... c'est plus du recrutement, là. Ouais, je suis plus dans le recrutement, dans le back-end aussi. Puis j'ai beaucoup de... Tu sais, avec les années, j'ai accumulé beaucoup de clients. Ouais. Fait que ces clients-là, souvent, c'est de la clientèle que je peux... Bien sûr. Que je peux revisiter puis revendre, comme je te dis, c'est de la rénovation. Ouais. Puis c'est à l'infini. Mais quand tu dis de la rénovation spécifiquement, on parle de quoi? Parce que la rénovation, c'est large. Tout, que ce soit toiture, que ce soit des portes et fenêtres, que ce soit l'isolation, que ce soit n'importe quoi. Système de chauffage, tu veux changer ta cuisine. OK. N'importe quoi. OK. Fait que là, vous faites du porte-à-porte. Vous demandez aux gens s'ils seraient intéressés à changer leur fenêtre ou leur toiture, c'est en tout cas s'il y a ce désir-là. Et là, toi, est-ce que c'est ta compagnie qui s'occupe de faire le travail ou tu fais appel à des sous-traitants? On a les deux, dépendamment des licences, parce que la rénovation, c'est très touché. Tu as la RBQ, tu as la Régie du bâtiment du Québec qui est là, ils sont très tannants, sont très... c'est correct aussi, je veux dire, c'est par sécurité, parce que tu veux pas envoyer l'électricien puis qui crée ça le feu à la maison puis qui tue 2 enfants, puis que c'est déjà arrivé d'ailleurs, on rit, là, mais... Ça arrive, là, tu sais, des compagnies boboches là, qui font des rénovations, pas de licence, puis qui tuent quelqu'un. Ben, si t'as pas de licence, tu finis en prison, là. C'est vraiment pas drôle. Fait que, dépendamment des rénovations, des fois, c'est des sous-traitants, des fois, ça peut être fait maison aussi, là, dépendamment de la rénovation. OK. Puis, mettons, en moyenne, là, je m'en vais vraiment dans les chiffres parce que je suis une fille très curieuse. C'est correct, j'aime ça, moi aussi, je suis curieux, je suis tendance là-dessus. En moyenne, tu te fais combien par propriété ou par contrat signé? En moyenne. Ou sinon, si tu préfères, c'est quoi le plus gros contrat que tu as eu qui était quand même très intéressant pour toi là, en signant là, un contrat pour un service là, que tu donnais? Dans tout ce qui est construction-rénovation, il y a quand même... Payant. Ouais, il y a beaucoup de marge de profit. Il y a beaucoup de marge de profit. Je pense que je vais devoir changer de domaine. Hein? Je sais pas. C'est quoi, tu veux savoir, le plus gros contrat ou la marge? Exact. OK, la marge. Vas-y avec la marge. Ah, ça, je sais pas, je suis à l'aise de parler de ça. Je vais me faire haïr, ça me tente pas. Mais la marge de profit est très grosse. Là, ça peut aller jusqu'à 30-40% des fois. Là. Quand même? Ouais. OK. Ouais. Même en faisant affaire avec un sous-traitant, avec les prix des matériaux qui ont augmenté pendant la COVID, peu importe, t'es capable d'aller chercher justement, ça. pour les entreprises, il y a une genre de ça me fait rire.
La COVID a vraiment le dos large. Ouais, ce qui va arriver, c'est que, mettons que ton prix pour quelque chose a monté de 500$, ben, la compagnie va vendre 2000$ de plus, puis ils vont dire aux clients, c'est COVID. Puis c'est ça, on le voit vraiment. Mais tu sais, tout le monde n'a pas le choix de monter ses prix parce que tout le monde monte ses prix. Changer un panneau électrique, ça coûte une fois et demie plus cher qu'avant. Tout est rendu plus cher, tu sais, juste, mettons que tu envoies, je sais pas, tu fais un appel de service pour un client qui, je sais pas, ça attend qu'à l'eau chaude à coule ou whatever quoi, ben le fucking prix du diesel est à 3$ du litre. Ouais. Tes sous-traitants vont te charger plus cher, fait que, tu sais, tout le monde charge plus cher. Fait que toi aussi, t'as augmenté tes prix. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben non, la marge est super grosse là-dedans, je te dirais, le plus gros contrat. C'est dur à dire. C'est sûr, c'est dans 100 quelques mille, là, ça, probablement. Là. OK. Bon, là, c'est sûr qu'il faut que tu payes ton gars veut pas qu'a fait le porte-à-porte. Ouais, exactement. C'est closé le deal, tout, là, quand même. Là. Mais il te reste quand même un bon montant à toi et tes partenaires. Là. C'est ça, exactement. Puis aussi, on a plusieurs manières d'aller chercher les clients, comme je te disais, en ligne. On a par télémarketing aussi. Tous les moyens sont bons. Le but, comme je te dis, c'est d'aller chercher le client. Jamais d'attendre le client. D'attendre qu'il s'en vienne à toi. Jamais. OK. Puis, selon toi, là, par rapport à ton expertise, ce serait quoi les 3 entreprises qu'un jeune pourrait décider de créer puis de rapidement faire de l'argent? C'est peut-être pas devenir millionnaire comme toi au bout de 4 ans, là, mais quand même. Parce que moi, je trouve que personnellement, par expérience, si déjà dans tes premières années, là, tu frôles le 500, 600 000, là, dans tes premières années, t'es en business. Là, c'est en chiffre d'affaires ou en profit, tu parles? En profit. Parce que moi, je passe toujours au net. Toujours. Ça me fait rire, ça. J'ai fait 1 million cette année, OK, mais c'était versé 100 000 de salaire, de fuck. C'est ça, mais de dépenses aussi, là, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, les dépenses, ça monte vite. Fait que j'essaie toujours de penser en net. Fait que je me dis, c'est pas mal, là, quand même, là, Colin. Des entreprises, rapidement, comme ça, il y a, ce sont des vidéos où Lave mes autos, Laboto Detail, Thomas, qui s'appelle, je sais pas si oui, en plus, Colin, hashtag, je l'ai invité dans mon podcast, mais il est trop débordé pour être là, tu sais. Il doit laver mes chars. J'ai trop de chars, il lave mes chars. Écoute, mais si tu le vois, tu diras, écoute, il n'y avait pas une fille qui t'avait invité à son podcast. Non, lui, il est cool. Il est vraiment cool. Puis j'ai fait une petite vidéo avec, puis il m'expliquait comment ce qu'il avait fait. Puis tu sais, quand je dis être créatif, le gars a juste regardé des vidéos YouTube. J'exagère, là, mais sur YouTube, tu peux littéralement apprendre à faire une chirurgie si tu veux. Il y a tout sur YouTube, tu comprends? Il y a tout. Soyez fucking créatif. Puis comme, je voyais l'autre fois un gars qui s'est acheté une petite hausse à pression puis qu'il avait des chars de luxe. Lui, il fait le tour des gros quartiers en Floride, puis il fait genre 500 000 par année, juste avec ça. Puis le gars, il y a comme 10 gars que pour lui font ça. Fait que lui, il le fait lui-même, puis il y a 10 gars qui le font en même temps. Fait que quand je dis justement la duplication, c'est d'avoir des business qui sont duplicables. Ça veut dire quoi? C'est que moi, je peux faire de quoi? J'apprends comment le faire. Je lave l'auto, je lave la Rolls-Royce du gars, je lave la Lambo du gag. OK, je sais comment faire. Je recrute quelqu'un. J'apprends à faire ça. Je donne une plus petite cote que moi pour me garder un markup. C'est sûr, c'est ma compagnie, c'est mon knowledge, c'est mon savoir. Je donne une cote, il le fait. Dupliquer une fois. Après ça, je recrute un autre gars, une autre fois. C'est le même que tu dupliques. Si tu fais 100 000 par année tout seul, mettons un chiffre d'affaires, si tu veux faire 1 million de chiffre d'affaires, ben, recrute 10 gars. 10 personnes, 10 personnes, tu vas faire 100 000 x 10, tu vas faire 1 million. Si sur 100 000, il te restait 75 000, mettons que tu as 75 de profit. Du profit, ça doit pas mal ressembler à ça là, pour laver un char. Là, tu comprends? Il n'y a rien, c'est du savon pour la machine. Fait que, tu sais, si tu fais 100 000 puis il te reste 75, ben, tu fais x 10, tu vas faire 750 000. Fait que, tu sais, c'est de s'asseoir, de regarder, OK, je fais comment je vais donner de cote à lui, OK, fois tant de clients. Puis c'est de même, c'est un calcul mathématique à être riche. Ça arrive pas, de même du jour au lendemain, puis si je me réveille, puis je suis millionnaire. Ouais. Par contre, le petit hic avec ça, c'est de trouver les gens, comme tu disais au début, qui vont toffer, qui vont être là, parce qu'il n'y a rien de facile, là. Non, puis il faut que tu trouves la bonne compagnie, le bon système, le bon... c'est ça qui est le plus difficile, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont vraiment être prêtes à te montrer ça. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais faire avec les jeunes, justement, c'est être cette personne-là qui va leur montrer, justement, comment atteindre leur objectif puis tout ça, parce que je sais que c'est difficile. Puis des fois, j'entends des affaires dire « Ah, ça coûte 4000$ commencer à travailler pour Alex. » Non, ça coûte rien. Ça me coûte sûrement 4000$ de faire commencer ta formation. OK. Mais tu sais, comme je te dis, c'est parce que moi, mon frère, il a une entreprise de transport. OK. Puis lui, c'est ça. Il y a des gars sur la route qui font les contrats, mais tranquillement, par ce qui arrive, les gens, ils font le calcul dans leur tête. Ils sont comme « Shit,
je pourrais être à la place de Jerry, là. Tu sais, je pourrais, moi aussi, engager des gens. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Les comiques vont appeler mon frère, vont dire, ah, tu sais quoi, je rentrerai pas aujourd'hui. Puis ils startent de leur bar? Ou? Ils startent de leur bar. Il y en a même un qui a appelé la compagnie que mon frère a le contrat pour y demander d'avoir le même contrat que mon frère avait. Combien que mon frère... Écoute, je te le dis. C'est la même fucking mafia dans mon domaine. Là. C'est tout le temps des... Tu sais, parce que je te le dis, les gens, là, ils vont faire le calcul vite dans leur tête, là. Vont dire, shit, moi, là, je veux être à la place d'Alex, là. Je veux pas prendre les miettes, malgré que les miettes, c'est bien payant, là. Les gars de mon frère sont super bien payés, là, mais ils sont comme, non, je vais être à la place de Jerry, là. Ouais, non, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est drôle parce que dans les premières entrevues que j'ai faites à Québec, il y a un gars, justement, il est venu dans le bureau, puis on a fait comme le... Tu sais, au début, la manière que je recrutais, c'était vraiment pas clair ce qu'on faisait, puis tout ça. Fait que j'ai comme corrigé ça, puis maintenant, j'explique vraiment avant qu'ils viennent. Puis le gars, il savait pas trop ce qu'on faisait, puis tout. Puis là, on y explique, puis là, à la fin, il dit, moi, il dit, ça m'intéresse pas. Il dit, je vais être à votre place. Il me dit ça. Mais ce gars-là, il voulait à peu près 1 mois. Il m'a inboxé, il s'est excusé. Il dit, dans le fond, il dit, t'avais raison. Il dit, je suis pas capable. Il a juste essayé de se repartir la même compagnie, dans le fond. Il n'a pas été capable. Mais non, il n'a pas été capable. Ça te prend tellement de contacts, ça te prend des licences, ça te prend ci, ça te prend ça. Faut que tu aies du cash flow aussi. Là. Quand tu as des vendeurs qui font du 10 000 par semaine, là, quand tu arrives le lundi, il faut que tu les payes. Là. Mais des fois, les paiements de tous les clients n'ont pas été récoltés. Je veux dire, des fois, il manque de cash flow. Puis ça arrive souvent là, que moi, le lundi, j'arrive puis qu'il ne reste rien pour nous autres, puis que je ne me paye pas, puis que je me paye plus tard. Mais quand il faut que tu frontes 150 000, ben bonne chance de monter une structure de même si tu n'as pas les reins assez solides. Là. OK, mais toi, quand tu as commencé dans des débuts, comment tu as fait pour être en mesure d'en arriver là? Ben, c'est que tu commences tranquillement. Au début, tu commences, tu travailles pour quelqu'un. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un. Je me suis bâti une équipe en dessous de cette personne-là qui avait sa compagnie. OK. Mais moi, mon équipe, quand eux avaient des commissions, c'est pas moi qui les frontais, c'est pas ma compagnie, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je dis, tu commences une compagnie, tu commences plus petit. Là, après ça, tu prends tes... Moi, j'avais pris toutes mes personnes, je m'étais comme parti à mon compte, puis blablabla. Puis tranquillement, pas vite, tu grossis. Tu sais, tu commences avec 1 ou 2 vendeurs, mais fronter 1 ou 2 vendeurs... Tu comprends-tu? T'as pas une grosse structure, t'as pas... Mais tu sais, quand t'es rendu à 15 vendeurs, faut que tu payes tous tes sous-traitants pour... lundi, t'as reçu un bill de 75 000, faut que tu payes 75 000 là, tu payes 50 000 en commission, faut que tu donnes la cote à 1, la cote à 6. Finalement, t'as 100 000 à payer, il faut que tu lâches 100 000 Calice. Mais écoute, moi, c'est ce que j'ai remarqué là, en parlant avec mon frère, c'est que les gens, ils pensent tout le temps que... Je suis capable de le faire, puis check et peace. Ils font le calcul rapide, là, tu sais. Je vais être à la place d'Alex, je veux être, tu sais. Mais après ça, on se rend compte que, oh boy, c'est peut-être pas si facile que ça. Pas si facile. Puis tu te rends compte que des fois, surtout dans mon domaine, que, tu sais, quand tu calcules le facteur risque, puis tout ça, t'es mieux de rester, me dire, tu sais, mettons, je prends un gars, mettons, comme mon meilleur en ce moment, avec l'argent qu'il fait, tu sais, versus ce que nous autres, on peut faire, ça vaut tellement pas la peine, mettons, pour le risque. Puis, pour le risque. Non, ça vaut pas la peine. C'est sûr que parce qu'il est bien payé. Il est bien payé, c'est ça. S'il serait d'une compagnie qui ne paye pas bien, qui était mon cas quand j'ai commencé, je me faisais... tu sais, j'ai pas de rancune contre ces personnes-là, mais tu sais, c'était pas payé à sa juste valeur. Tu sais, quand tu vends un contrat, je sais pas, à 15 000 $, puis que tu reçois 100 $ sur la commission de ton vendeur qui a vendu, c'est ridicule, tu comprends-tu? On le sait très bien qu'il y a plusieurs milliers de dollars de marge de profit. Tu donnes au moins un 500 $, de dire, bon, ben, tu m'as apporté un vendeur, lui il a fait une vente, comme tu t'en occupes, tu le formes, tu es dans la responsabilité d'être chef d'équipe, tu assumes un peu des dépenses d'équipe, puis tu es sous-payé, ben ça devient ridicule. Tu sais. Mais oui, on paye très bien nos gens. Fait que c'est pour ça, parce que... C'est une valeur importante pour moi. Si le gars, il fait le calcul, j'ai pas de dépenses à faire, j'ai pas de risque à faire, aucun risque. Je fais juste me présenter, je fais ce que j'ai à faire dans ma journée. Exact. Bonsoir. Il ramasse son chèque, puis that's it. Puis je m'en vais, là. Lui, il est sûr que tous les lundis, je chèque round, tu comprends-tu? Moi, le lundi, il n'y a aucune certitude. Parce que c'est ma compagnie. Des fois, je peux avoir un client qui est en crise, il n'est pas satisfait de la job, puis finalement, c'est un chèque de 50 000 $, mais il te le fait pas. Là, ta semaine débalancée en esti, là, parce que toi, tu as fait tes travaux, tu as payé tous tes sous-traitants, tu as payé ton vendeur, tu as payé tout le monde.
Là, ta marge de profit, dans ce chèque-là, mais lui, il te le fait pas, là. Il te le fait pas. Là, finalement, il veut rien savoir. Il faut que tu lui fasses un rabais, il faut que tu négocies avec lui. Parce que ça arrive des erreurs, là. Tu comprends? Tu peux faire une toiture puis faire une erreur. Tu peux faire une fenêtre puis faire une erreur. Tu peux installer un système de chauffage. Finalement, ça coule. Tu comprends-tu? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Puis ce risque-là, il est là aussi. C'est vrai. Mais lui, s'il y a une installation qui est mal faite ou qu'il y a un accident qui arrive, lui, ça ne l'impacte pas, tu comprends? Absolument. Si le client ne paye pas, il n'y aura juste pas sa commission pour l'instant, comme si le client aurait annulé ou quoi que ce soit. Puis c'est tout, tu sais, il n'y a pas à débourser de frais supplémentaires. Oui, je comprends. C'est sûr que des fois, si vous êtes d'une bonne compagnie, oui, 3 ans, mais si vous êtes d'une bonne compagnie qui vous paye bien, comme tu fais 500 000 par année, il part pas, là, c'est ridicule. Oui, c'est vrai, effectivement. Alex, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mes invités. Oui. Est-ce que tu investis en immobilier? Est-ce que tu serais intéressé à accumuler des blocs? Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai tellement perdu beaucoup d'argent dans mes débuts que je ne mets plus mon argent dans n'importe quoi. Puis ce que je veux dire, c'est que oui, je vais faire des investissements, parce que moi, je l'ai dit des fois, je n'ai jamais vraiment investi d'argent. Ouais. Moi, j'ai investi dans mes business. That's it. Okay. Comme quand j'ai commencé mon challenge, le COVID il était là, fait que j'avais plus de vendeurs qui travaillaient pour moi. J'étais vraiment, j'ai pris congé littéralement pendant tout le COVID. Fait que quand j'ai recommencé mon challenge, j'ai investi beaucoup d'argent. On parle de quasiment 100 000 $. C'est juste pour relancer l'équipe de vente. Puis tout ça. Puis c'est ce que j'appelle investir dans ma business. Mais pour des investissements autres que pour mon entreprise, j'attends vraiment de trouver des gens de confiance que je me dis, OK, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Puis tu sais, puis j'ai pas encore trouvé cette personne-là. Tu sais, des fois, j'ai des projets qui arrivent, mais c'est tout le temps bizarre. Il y a tout le temps... Il y a tout le temps de quoi, là, des affaires de crypto, des affaires de compagnie. Ouais, non, ça, c'est pas trop... C'est sûr que si tu viens me voir, puis c'est ça, tu viens me voir pour starter une compagnie, mais que tu n'as pas d'argent, ben c'est sûr que j'aurais pas confiance. Ben oui, si tu es un entrepreneur multimillionnaire puis tu me présentes un projet, c'est une autre histoire. Puis c'est un peu ça en ce moment que j'essaie de faire dans la dernière année, c'est vraiment augmenter mon cercle. Absolument. Je rencontrais justement quelqu'un la semaine passée qui était ami justement avec le propriétaire d'OnlyFans. Ah. Tu comprends? Fait que ce gars-là, il s'est versé, je pense, 500 quelques millions en dividendes l'année passée. Fait que, tu sais, quand tu essaies d'avoir des connexions comme ça, le plus possible, je sais qu'en ayant des connexions comme ça, à un moment donné, là, je vais trouver un projet qui m'intéresse. Je vais dire, OK, là, je suis prêt, je te crache 500, puis on investit. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé que je vais investir. Puis, à part la business que tu as présentement, est-ce que tu as d'autres entreprises? Parce que tu me disais que tu avais quand même plusieurs entreprises. Ouais, mais c'est tout relié comme au même domaine. OK, au même domaine. Ouais, c'est tout relié au même domaine. En ce moment, j'essaie beaucoup d'aller, surtout aux États-Unis. Texas. OK, fait que là, t'aimerais monter une équipe à l'extérieur du Québec. Ouais. Wow! C'est vraiment ça mon but. Puis de temps en temps, mettons peut-être 1 ou 2 fois par année ou plus que ça, tu irais là. Ouais, je verrais ici. Tu sais, mettons un matin comme ça, là, où est-ce qu'il neige, là. Tu pognes l'avion, puis tu y vas. Tu sais, Texas, le marché immobilier, il est tellement fou. Là. Pour comme 300 000 US, t'as l'équivalent de quoi 1 million ici, là, c'est complètement canadien, mais c'est complètement ridicule. Fait que c'est pas mal ça mes projets, je te dirais. Finalement, par curiosité, t'as-tu acheté l'avion que tu voulais, là? Non, pas encore. C'est un projet. Écoute, j'achèterai pas ça tout seul. On parle... Non, c'est sûr, c'est sûr. On est en train de faire des calculs, puis tout ça. Puis, en tout cas, je pense que c'est plus rentable, vraiment, le louer. Le louer. Oui, le louer à l'utilisation. Ce qu'on voulait faire, c'est être 3-4 entrepreneurs ensemble qui achètent un avion ensemble. Les paiements, c'est à peu près 100 000 par mois de paiement. Fait que, tu sais, mettons, on est 4, un 20 000, 25 000 chaque. Chaque, OK. De paiement. Cool. Mais ce qu'on voulait faire, c'était comme sous-louer ça. Sous-louer le jet. Quand vous l'utilisez. En tout cas, on a comme un contact là-dedans, puis ça a l'air que quand tu prends pas ton jet, tu as des compagnies qui peuvent s'occuper de ton avion. OK. Ils peuvent s'occuper de le sous-louer, puis ils t'envoient une cote. Fait que dans le fond, ton jet, c'est comme Airbnb, mettons. Ben oui. C'est comme, mettons, tu te loues un condo, t'es là une semaine par mois, tu le loues pendant 3 semaines, ton condo est payé, puis en plus, tu fais un petit peu de profit. En plus, Même genre de principe, mais avec le jet, c'est pour ça qu'on le voulait. Nice. Mais, puis tu sais, même, il y a Grant Cardone, je sais pas c'est qui. Ouais, il a fait ça lui aussi. Mais lui, c'était plus côté fiscal, là, tu sais, qui avait fait ça. Mais tu sais, même lui, il dit que c'est pas rentable. Tu sais, Andrew Tate, il s'en a acheté un récemment, puis il dit comme, c'est pas rentable, je l'ai vendu. Je le loue à la shot. À la shot. C'est moins dispendieux, mais...
De toute façon, tu vas trouver une façon de mettre ça dans tes dépenses, hein? Ah, j'imagine. Mais j'achèterais pas ça tout seul, là. Puis on voulait trouver un investisseur aussi parce qu'ils font un cash down. Ils ne veulent pas un jet à 20 millions, je veux dire, ils font un cash down. De combien, à peu près? Ah, ça doit être 3-4 millions, je pense. Est-ce que comme si t'as acheté une maison, un là? jet, ça se finance sur 30 ans. T'es pas sérieux? Ouais. Ça, je savais pas, par contre. Ouais, tu peux financer un avion sur 30 ans. Hey, comme c'est pour ça que ça fait des paiements de genre 100 000 par mois. Tabarnak! Ouais. Puis, mais il faut que tu mettes un cash down. Tu mettes un cash, mais moi, le but, quand tu fais des projets comme ça, c'est jamais utiliser ton argent. Ah, ça, c'est un autre truc aussi. N'utilisez jamais votre argent. C'est clair. Servez-vous de vos skills de vente pour closer quelqu'un à ce que lui mette son argent. Puis, mets-le partenaire là-dedans. Ouais. Fait qu'il y a sa petite cote, puis c'est bien correct, mais toi, t'as pas sorti ton 3-4 millions, tu comprends? Ouais, fait que nous, j'aurais pas 3-4 millions à mettre de même cash down, là. Non, c'est impossible. Non, mais c'est ridicule aussi. C'est ridicule, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'était pour marketing, crédibilité aussi. Je veux dire, tu sais, tu débarques au Texas, mettons, justement, tu débarques en jet, là, les opportunités d'affaires, c'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est que mes chars me coûtent rien. Mes chars ne me coûtent rien. Pourquoi? Parce que je me fais reconnaître partout. J'ai la crédibilité. Combien de fois je me fais voir, je me fais dire salut, puis après, je reçois un DM sur Instagram 10 minutes plus tard. Hey, je t'ai vu, blablabla, puis c'est quoi tu fais, puis tout, puis il va travailler pour moi. Je parlais justement à Hélène Boudreau. On se parlait sur Instagram, puis tout ça, elle avait des questions sur son russe, puis tout ça, puis on jasait, puis comme, tu sais, elle me disait que Criff a trouvé ça gros, puis tout. Puis je dis, ouais, mais je garde ça, ton Urus, là. Moi, l'autre fois, j'étais allé chez BMW, puis ils ont vu mon Urus, puis ils ont dit, ils pensaient que c'était justement le Urus à Hélène. Puis, tu sais, c'est ça que je disais. Puis, tu sais, le monde t'associe à ce char-là. Comme les gens m'associent à ma Huracan, m'associent aux autos. Fait que le jet, c'est un peu la même chose. C'est quand t'as comme une affaire marketing de même, c'est pas vraiment une dépense parce que je comprends. Quand t'es une personnalité publique, ça te revient tout le temps. Ça te revient tout le temps. C'est plate, on est dans un monde matériel, mais c'est ça pareil. Non, effectivement. Ben, c'est les apparences. C'est dans la société où ce qu'on est. Puis je te dirais que ce serait bien que la société québécoise le mette plus de l'avant. Parce que, tu sais, nous, les Québécois et Québécoises, on dit « on veut nos petites affaires. » on veut... C'est pour ça que j'ai fait exprès. Je t'ai demandé « T'es-tu à l'aise qu'on parle d'argent? T'es-tu? » Parce qu'il y en a pas beaucoup. 100%. Il y en a pas beaucoup. Tu sais, les gens, ils sont tout le temps gênés, tu sais. C'est fou, c'est insane. Pourquoi, Chris? Je vais pas te demander de la charité, là. Je veux juste savoir combien, tu sais. Fait mais... c'est dans la société qu'on est, alors que, tu sais, on regarde aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Le concept est vraiment pas la même chose. C'est peut-être un mot qui est pesant, mais moi, ici, je trouve ça comme communiste. C'est mort, là. C'est très... tu sais, les affaires de COVID, là, tu sais, fermer des business pour la santé des gens. Mais, tu sais, le nombre de personnes qui ont fait faillite... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, là, mais on n'embarquera pas là-dedans. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment pro-business. Je veux dire, la santé financière, c'est autant important que ta santé bien sûr, pratiquement. Bien là, oui, sûr. Santé avant, mais santé financière vient juste après. Parce que comment tu veux t'occuper de ta famille, tu veux te nourrir, tu vas être à l'aise, heureux. Quand tu es dans un job, que tu es stressé, que tu es pogné ici, le stress, tu as un niveau de cortisol au fond, et tu vas pogner des maladies, c'est pas bon. Mais tu sais, comme je te disais tantôt, la société nous amène un peu à aller dans ce sens-là, et même d'être plus bas que ça. Tu sais, on se parlait tantôt de toutes les gens qui sont sur l'aide sociale et tout. Puis c'est quasiment humble être pauvre au Québec. C'est ça humble. Que je trouve ça plate. Tu comprends ce que je veux dire? On favorise ça. C'est pas clairement dit. Mais les gestes qui sont faits vont dans ce sens-là. 100%. Tu comprends? Puis moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. C'est ça, j'ai pas un franc-parler comme toi, mais j'ai de la difficulté avec ça. Donc, être social. Puis, tu sais, je trouve que le gouvernement, tu sais, c'est... En tout cas. Mais, parenthèse par rapport à ça, merci d'être venu. Merci à toi, qu'on était dans une tempête. Moi, je suis là. En plus, j'étais comme, j'attends, là. Puis en plus, je parlais à mon frère, puis j'étais comme, je sais pas si Alex va venir. Je suis pas un choker. J'étais arrivé avant l'heure. J'étais à l'heure, je choke pas, puis... J'apprécie, puis je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve ça cool aussi que tu as accepté de venir dans mon podcast alors que tu en as refusé tant d'autres. Ouais, c'est le premier. Peut-être en faire d'autres, je vais peut-être avoir d'autres invitations. Peut-être, qui sait. Fait qu'écoute, merci beaucoup Alex d'être venu, là. Je trouve ça cool. Good. All right.